Aude Vialat, merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes agroécologue du paysage, directrice de recherche à l'INRAE et vous êtes l'une des pilotes scientifiques de l'expertise collective Augmenter la diversité végétale des espaces agricoles pour protéger les cultures, qui, dans son texte de présentation que je vais citer, annonce la couleur en disant la diversité végétale concourt à diminuer les populations de champignons pathogènes, plantes adventices, insectes ravageurs qui vivent aux dépens des cultures, avec l'objectif de réduire, voire de se passer des pesticides, et cela sans perte de rendement. Donc, une introduction prometteuse, surtout dans un contexte où on entend dire oui, il faut des alternatives, on ne peut pas se passer de la chimie, etc., etc. Donc, on va parler de ce travail d'expertise collective. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce qu'on peut contextualiser un petit peu et définir ce qu'est ce travail d'expertise collective? En gros, pourquoi avez-vous réalisé ce travail et comment est-ce que vous vous y êtes pris? Alors, ces expertises scientifiques collectives, qu'on appelle aussi ESCO, en fait, sont commanditées par les ministères. Et en l'occurrence, ici, c'est trois ministères qui ont saisi INRAE en 2019. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et puis le ministère de la Transition écologique, qui ont donc saisi INRAE sur cette question de la diversité végétale pour savoir si c'est une possibilité, une façon de cultiver qui permettrait de se passer de pesticides ou en tout cas d'utiliser moins de pesticides pour protéger les cultures. Donc, suite à cette saisie d'INRAE, eh ben, au sein d'INRAE, j'ai été saisie, moi, en tant qu'agroécologue, pour piloter cette expertise avec un collègue qui est économiste, qui est Vincent Martinet, qui est aussi à INRAE. Et donc là a commencé le travail pour nous de comprendre un peu les enjeux et les objectifs autour de cette diversité végétale et ainsi de chercher les expertises qui étaient nécessaires pour réaliser cette synthèse. Et donc, on a ainsi identifié une trentaine d'experts qui ont répondu présent, alors qui ne sont pas obligatoirement INRAE, ils sont aussi universitaires. Il y a aussi un collègue de Suisse, du CIRAD et du CNRS. L'idée, c'est de couvrir l'ensemble des enjeux de cette diversité végétale et de l'agroécologie en général pour pouvoir répondre à cette question, est-ce que l'on peut utiliser la diversité végétale pour protéger les cultures? Et donc, on a au total mis 2 ans de travail de synthèse de ce qu'on appelle la littérature scientifique, c'est-à-dire ce sont des articles scientifiques qui sont parus dans des revues de recherche. Et on en a analysé plus de 1500 et qui concernent l'écologie, l'agronomie, mais aussi de l'économie, du juridique, de la géographie sociale, de la politique autour de cette diversité végétale et de sa mise en œuvre. Donc, vous parlez d'une trentaine d'intervenants dans ce travail. Il y a quelle discipline qui était représentée Alors, principalement des écologues et des agronomes, mais aussi plusieurs économistes, un expert chercheur en juridique, en droit, et puis aussi en politique nationale et internationale, et des géographes, des géographes. Donc, on a couvert l'ensemble des, euh, des enjeux ou des points d'accroche que l'on peut faire autour de cette diversité végétale et pas uniquement des aspects agronomiques. Alors, eh ben, étant donné qu'il y a eu 1500 articles et donc une grosse synthèse faite dans cette expertise collective, je me permets de vous poser la question de but en blanc. Donc alors, dans quelle mesure, comment est-ce que la diversité végétale est-elle une alternative à la chimie pour la protection des cultures? Alors, c'est la conclusion principale de notre expertise, c'est que la diversité végétale permet de protéger les cultures. Alors pourquoi? Bien parce que elle mobilise le fonctionnement écologique, naturel des systèmes agricoles. En remettant de la diversité végétale, bah, c'est toute la biodiversité que l'on remet en place dans ces systèmes agricoles qui jusque-là ont été fortement simplifiés et en plus assez impactés par l'usage de ces pesticides. Donc toute la biodiversité s'est effondrée. Et là, en remettant cette diversité végétale, ben, on remet en place ce qu'on appelle nous les réseaux écologiques, c'est-à-dire les interactions
qui sont de diverses natures entre les espèces et qui peuvent notamment aider à contrôler les espèces qui font des dommages aux cultures. Alors, un exemple d'interaction écologique, c'est la prédation. On le voit facilement avec le cas classique du puceron mangé par la coccinelle, mais il y en a tout un tas d'autres. On peut avoir par exemple la compétition, et là ça permet de gérer les adventices. Si on a un couvert végétal cultivé, diversifié, eh bien il est beaucoup plus concurrentiel des mauvaises herbes pour l'eau, pour la lumière, pour les nutriments, et donc bah, les mauvaises herbes pullulent moins et elles n'entraînent pas de dégâts et de baisse de rendement dans les cultures. Et ça, c'est parce que on a des mélanges d'espèces qui utilisent toutes les strates euh, dans la verticale pour avoir une utilisation maximale de la lumière, mais aussi dans le sol, au niveau des racines, pour avoir une utilisation maximale de l'eau et des nutriments dans ce sol. Et donc, on a des couverts qui se portent très bien parce qu'ils sont diversifiés. Et donc, Et on a un niveau d'efficacité qui est comparable à celui de l'usage de la chimie, voire supérieur. Enfin, dans quelle mesure est-ce qu'on peut comparer les deux approches? Alors, la comparaison, elle est délicate parce qu'en fait, on est vraiment sur des fonctionnements systémiques complètement différents. Et finalement, on a assez peu de cas avérés et depuis longtemps de fonctionnement agroécologique en Europe ou dans le monde. Donc, il faut comparer un système, celui du conventionnel, qui est optimisé depuis plus de 60 ans, où on a notamment l'INRAE qui a largement investi pour des semences qui soient optimisées pour pousser avec des pesticides et avec des engrais, où on a une simplification des parcelles pour avoir un maximum de surface de production homogène, avec des très grosses machines, avec une absence en fait d'obstacles à cette agriculture telle qu'on pourrait la penser. Et donc, c'est une logique très forte de ce système-là que l'on compare avec quelques émergences, quelques tentatives faites de ci, de là, et ces tentatives elles-mêmes ont pas cette optimisation et elles font avec les moyens du bord. On a très peu de semences alternatives finalement à celles utilisées au conventionnel. Et si on les met dans des conditions agroécologiques, bah, ces plantes-là qui ont été sélectionnées pour être uniquement poussées vers le rendement et pas avoir à se défendre contre des herbivores ou des maladies, eh ben, si vous enlevez les pesticides, ça fonctionne beaucoup moins bien, évidemment. Donc cette comparaison, elle est assez difficile. Malgré tout, avec des approches de modélisation en écologie et des approches aussi théoriques et puis quelques démonstrations maintenant, on constate que le potentiel de production, il est gigantesque avec l'agroécologie. C'est-à-dire que lorsqu'on compare dans des conditions un peu dégradées des systèmes de production agroécologique par rapport à l'optimum conventionnel, bon, on décroche pas tant que ça. Ça reste compétitif d'un point de vue de production, vous voyez, et de quantité que je produis. Et donc, si on optimise et qu'on met autant de moyens que l'on a mis dans le conventionnel pour développer l'agroécologie, la marge de progression, elle est fantastique. Et donc, c'est quand même là une note d'espoir que je veux marquer pour dire que on peut vraiment faire différemment et pas en revenant à la charrue avec des bœufs, mais en étant au contraire dans une nouvelle agriculture très scientifique, très agronomique, mais aussi très inclusive avec son environnement et qui utilise la biodiversité pour le faire. Est-ce qu'on peut prendre peut-être quelques exemples concrets de ces autres manières de gérer la protection des plantes? On parle beaucoup du glyphosate en disant si on n'a plus de glyphosate, on ne sait plus contrôler les plantes, on va avoir des chutes de rendement énormes, etc., etc. Qu'est-ce que vous, en tant que pilote scientifique de cette expertise collective où justement on cherche ces fameuses alternatives, quand on nous dit il nous les faut, on les a pas, etc. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça finalement? Ah, on a les alternatives. Là où il faut faire le pas de côté, c'est que on va pas avoir une alternative de un pour un. C'est-à-dire, problème de glyphosate, il est plus autorisé. Je mets quoi? Qu'est-ce que c'est l'alternative? Et puis tout le reste ne change pas. Ça ne fonctionne pas en agroécologie. Et puis finalement, la problématique du glyphosate n'est qu'un épiphénomène. C'est bien la problématique des pesticides de synthèse
et plus globalement des intrants de synthèse si on rajoute les fertilisants. Tout cela, c'est source de pollution, c'est source de problématiques de santé humaine et d'environnement. Donc, il faut changer ces méthodes-là. Et pour les changer, bah, c'est pas de prendre chaque molécule avec le problème qui était en face. Par exemple, j'ai un problématique de cicadelle, j'ai un problématique de champignons, de tavelure, etc. C'est de dire, on protège les plantes par des mécanismes globaux qui permettent des équilibres naturels et qui fonctionnent. Et donc, ces équilibres naturels, ils jouent sur des mécanismes assez intéressants et puis même amusants. Quand j'en parle avec des enfants, ils comprennent très rapidement de quoi il s'agit. Bah, quand on met de la diversité végétale pour protéger les cultures, c'est un peu comme si les plantes jouaient à cache-cache, par exemple avec des pucerons. C'est-à-dire que si vous mettez du blé, il y a des pucerons qui adorent le blé, il y a quelques espèces de pucerons qui ne mangent que du blé, voilà. Eh bien, si vous mettez ce blé sous des arbres, par exemple des peupliers, le puceron qui recherche, qui a décollé, par exemple, de sa zone d'hivernage, il cherche le blé pour se manger, se reproduire, il est en vol. Eh bien, qu'est-ce qu'il va percevoir sur une parcelle agroforestière? Le houppier, principalement des peupliers. Et pour lui, il va dire, bah, c'est pas du blé. Et moi, je mange pas du peuplier, donc je passe mon chemin. Et donc le blé est caché par cette plante-là. Et c'est ça qui est très intéressant et on va jouer sur ces types de mécanismes-là pour protéger les cultures. Un autre point qu'on peut comprendre assez facilement avec la crise du Covid, hélas, c'est de limiter cette propagation des maladies, des virus, des champignons, des bactéries, de plantes malades à plantes saines. On l'a vu avec la crise du Covid, bah, on mettait des barrières physiques à cette transmission avec des masques, avec le lavage des mains, etc. Et donc limiter aussi les interactions sociales au plus fort de la crise. Bah, là, pour les plantes, c'est limiter le fait que j'ai le même clone, qui est identique partout sur des hectares et des hectares. C'est de dire, bah, j'ai une plante qui peut être sensible, par exemple, à telle maladie, mais ses voisines, ce seront d'autres variétés ou même d'autres espèces, et elles, elles sont pas sensibles à cette maladie. Donc, comme ça, vous ralentissez la progression de la maladie de proche en proche. Et ça a été montré, par exemple, dans des vergers de pommiers, où on alterne des variétés de pommiers entre les rangs et au sein des rangs. Eh bien, la tavelure du pommier, par exemple, est largement ralentie, parce que l'individu d'à côté, ce que j'appelle l'individu, c'est l'arbre, eh ben, il va probablement être plus résistant, et donc la tavelure ne pourra pas se développer. Et comme ça, on contient les organismes qui nous posent problème. Alors, comment est-ce qu'on change de logique au sens où comment est-ce qu'on passe d'une exploitation, et peut-être on peut, pour simplifier l'explication, on peut prendre un exemple particulier de culture, hein, je vous laisse choisir le plus parlant sans doute. Mais comment est-ce qu'on passe justement d'une logique qui est optimisée pour une agriculture qui inclut l'usage de pesticides avec cette logique problème, mettons, de mauvaises herbes, d'adventices, comme on dit, bah, on y passe du glyphosate. Comment est-ce qu'on Mm. passe de cette logique-là à la logique que vous décrivez, comment est-ce qu'on arrive à transformer la logique en pratique sur une exploitation agricole? Alors, sur une exploitation agricole, il y a différents facteurs qui vont l'entraîner à l'engager dans une nouvelle pratique. Nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être ce qu'on va appeler la massification, c'est-à-dire qu'il y ait le maximum d'agriculteurs qui changent. Aujourd'hui, les agriculteurs qui passent en agroécologie ou par exemple en agriculture biologique, donc des alternatives au conventionnel, souvent en fait c'est des histoires personnelles qui sont souvent liées à des histoires douloureuses et on va pas compter là-dessus pour que ça soit largement répandu. On peut pas compter là-dessus et on peut pas dire que tant mieux pour le malheur des gens. Et c'est souvent, par exemple, des changements type des cancers dans les parents qui étaient eux-mêmes agriculteurs ou des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, qui, on sait, sont très associées avec l'usage de ces produits-là. Alors, un point positif, c'est souvent aussi quand les agriculteurs deviennent eux-mêmes parents, à un moment donné, ils disent, ah, j'expose mes propres enfants à quoi? Et donc leur génération, et donc je vais essayer de faire autrement. Mais ça reste marginal. Donc comment on fait pour faire différemment à large échelle? Bah, se pose la question des politiques publiques. Et des politiques publiques, alors on a vu le plan Ecofito, qui est une déclinaison de plans européens. Euh, il y a la politique agricole commune, la PAC, évidemment. Mais en fait, ces plans-là, on les constate, connaissent un échec dans cette transition
vers l'agroécologie. On voit même que l'usage des pesticides a augmenté dans les années 2018-2019 et maintenant on stagne. Donc, on n'arrive pas à engager massivement les agriculteurs de ce changement. Pourquoi? Parce qu'on a ciblé que les agriculteurs. Et la problématique ne concerne pas que les agriculteurs. On retrouve le système conventionnel dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que l'agriculteur, il fait partie d'une chaîne dans laquelle il s'inscrit et il doit vendre ses productions, et donc il faut qu'il y ait des débouchés. Et s'il n'y a pas de débouché à la diversification végétale, par exemple au fait que vous mettez du métail, au fait que vous mettez une légumineuse comme du pois ou de la févrole, vous le faites pas pour uniquement le plaisir de diversifier et essayer de contrôler des adventices, par exemple, ou des mauvaises herbes. Vous le faites aussi parce que vous espérez le vendre et avoir aussi un gain économique associé à cela. Or, si les coopératives ne l'achètent pas, ou s'il n'y a pas d'autres débouchés, vous êtes coincé. Donc, il faut accompagner les filières à se diversifier elles-mêmes. Or, aujourd'hui, le conventionnel, on est organisé en silos. Et c'est la très bonne analogie, c'est-à-dire que on a les grands céréaliers, on a la viticulture, etc. Et tout ça ne se parle pas. Or, la diversité végétale, c'est que ça se croise. Et donc, c'est permettre d'avoir ces débouchés. Et donc, pour massifier, ce que l'on pense, et qui est une des conclusions de l'expertise, c'est que certainement le territoire, ça va être la zone d'action. Ce territoire-là, pourquoi? Parce que les voies de passage par rapport aux politiques nationales et aux contraintes des marchés internationaux, c'est le territoire. Le territoire, il y a des possibilités de déclinaison de politiques locales, il y a une marge de manœuvre dans les politiques et dans les marchés locaux. Et par exemple, les plans d'alimentation territoriaux aujourd'hui, les fameux PAT, dans lesquels on peut avoir des communautés de communes qui disent on va offrir des débouchés pour tout un tas de bénéfices à telle ou telle production. Et ça peut aider les agriculteurs à se diversifier. Donc tout ne passe pas par ce type-là de politique. Il y a aussi des initiatives qui peuvent être des initiatives privées ou associatives. Par exemple, on sait que les légumineuses ou des prairies temporaires, qui sont très bonnes pour le sol, pour la production agricole, pour la biodiversité, il n'y a pas beaucoup de débouchés parce que on a perdu nos élevages. Or, c'est bien les élevages qui vont manger ce type de production végétale. Et en plus, c'est largement concurrencé par des productions comme le soja à l'international, etc. Donc, comment créer ce lien-là, ces débouchés? Il y a plusieurs possibilités. Dans des territoires où il reste un peu d'élevage, il y a des initiatives qui peuvent être très variées. Là encore, c'est un peu à la faveur des bonnes volontés locales et puis d'une gouvernance partagée. C'est de dire, on peut avoir par exemple des élevages itinérants qui vont aller sur les parcelles qui ont développé, qui ont installé ce type pour cette année-là, de diversité végétale. Et donc, ils vont l'utiliser, on va le valoriser au travers de la production animale. On ne va pas réimplanter des animaux partout, hein, on ne va pas implanter l'élevage. Donc, une autre possibilité, c'est les méthaniseurs. Je ne dis pas que les méthaniseurs sont la panacée, ça peut créer des enjeux et des problématiques locales, mais en tout cas, dans certains territoires, c'est une voie de passage pour valoriser ces couverts. Donc, on récolte ces couverts, on les met dans les méthaniseurs qui sont des grands euh, systèmes digestifs comme ceux des vaches, hein, et donc, ça crée du biogaz. Et ce biogaz, on a une crise énergétique aujourd'hui, on en a besoin. Et on peut le produire à l'échelle territoriale. Vous voyez? Et ça, ces méthaniseurs, ils peuvent être sous des droits privés, sous des droits associatifs. Ils peuvent même être sous les droits des agriculteurs eux-mêmes. Il y a tout un panel d'initiatives qui peuvent être accompagnées dans les territoires. Et la conclusion à cela, c'est que dans tout ce que je vous dis, on voit bien que on ne peut pas aller contrairement à l'agriculture conventionnelle. On ne va pas avoir une solution unique. Je ne vais pas pouvoir vous dire une préconisation générique qui marcherait du nord au sud de la France et d'est en ouest en disant faire de l'agroécologie, c'est ça. C'est pas le cas. On a les grands principes, on a des modalités alternatives. Maintenant, il faut que ce soit adapté, mais ce qui est peut-être aussi une voie plus démocratique, hein, de cette production agricole, adaptée au territoire et selon les caractéristiques de ces territoires et de leur volonté politique et organisationnelle. Donc, si je comprends bien, en fait, finalement, la bascule, elle se fait
par une réorganisation des filières qui soit fondée au niveau, vous parlez du territoire, mais j'imagine c'est de l'ordre du département, de la région. Et donc, C'est dans ces ordres-là, oui. on aurait le principal verrou, au final, il est là dans l'organisation, parce que on a donc ces agriculteurs qui font un produit en particulier, qui sont spécialisés dans un produit en particulier, qui vont aller vendre leur récolte sur un marché. Et là, à la place, ils auront plein de produits à vendre en quantité moindre. Et donc, il leur faut pouvoir assurer des débouchés à tous ces produits en sachant qu'ils sont habitués à une manière de fonctionner où ils ne vendent qu'un seul produit. Et donc, tout ça, ça doit C'est ça. s'organiser. Tout ça, ça doit s'organiser au niveau du département, de la région, de la commune, dans un dialogue qui soit adapté localement à chaque situation et la C'est plus ça. démocratique En tout possible. cas, comme première accroche, oui. En première accroche, c'est-à-dire que sous ces impulsions-là, je pense qu'on gagnera le temps qui nous est nécessaire par rapport au fait d'avoir des politiques publiques à l'échelle nationale et à l'échelle européenne qui aillent dans ce sens-là suffisamment ambitieuses. C'est-à-dire que là, il y a des ambitions, mais les moyens sont limités et surtout, comme je vous disais, il focaliser uniquement sur les agriculteurs. Maintenant, créer de l'occasion de diversifier ces filières. Alors, il y a du soutien économique, mais il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas être que cela. C'est aussi des interdictions, c'est aussi des réorganisations, des réallocations de moyens, puisque c'est un changement de système. Donc, il y aura des perdants dans le système actuel, mais il y aura aussi de nombreux nouveaux gagnants qui vont émerger de ce système-là. Donc, d'un point de vue économique global, ça se tient. Mais c'est bien ça qu'il faut engager et ne pas. L'urgence, elle est là. Euh, il y a une étude qui est sortie assez bas bruit là, en fin de l'année dernière, une étude allemande qui a montré que on a perdu depuis 25 ans 95% de la biomasse des insectes. 95% de la biomasse, ça veut dire que vous pesez des insectes, les insectes que vous capturez par exemple d'une certaine manière, avec un filet par exemple, de façon standardisée, vous le faisiez il y a 25 ans, vous le refaites maintenant, vous pesez les deux cas, vous avez 95% en moins dans votre pesée aujourd'hui, dû aux pesticides. Les insectes sont un des éléments clés, comme les plantes, de la biodiversité. Donc, on ne peut pas attendre que les politiques internationales européennes fassent la mesure dans un cadre de négociations très contraints et de marchés généraux internationaux fassent la mesure de cela. Donc, les politiques territoriales, c'est la voie de passage aujourd'hui, ces initiatives territoriales pour le faire avec cette urgence-là. Au-delà de la question des effets sur l'agriculture en elle-même, vous parlez aussi d'un certain nombre d'effets en dehors de l'agriculture en elle-même. Euh, on appelle ça des services écosystémiques qui sont rendus par des écosystèmes à la société. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu des effets hors Ouais. agriculture de la transition à une agriculture totalement agroécologique? Alors c'est là un point hyper important et saillant de cette agroécologie à son avantage par rapport à l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle, je dirais, elle est assez simple dans sa mise en œuvre. J'ai un problème, tel organisme, je mets telle molécule, problème résolu. Mais on s'arrête là dans le raisonnement, alors qu'il y a une continuité à cela derrière. C'est une multitude d'effets négatifs, de dommages collatéraux que l'on paye collectivement aujourd'hui. La dégradation de l'environnement, le réchauffement climatique, la santé humaine, qui a un coût énorme dans nos sociétés, l'épuration des eaux que l'on boit, et notamment polluées par tous ces produits-là, c'est nous qui le payons. Et c'est jamais inclus dans les coûts de l'agriculture conventionnelle. Or ça doit être inclus parce que c'est ça qu'on va comparer avec les mesures agroécologiques. Nos connaissances d'aujourd'hui montrent que c'est assez compliqué de faire l'agroécologie. Nos connaissances professionnelles, j'entends, pas scientifiques. Les connaissances professionnelles montrent que c'est encore difficile de mettre en place de l'agroécologie. Mais c'est là la complexité de l'agroécologie. Derrière, on a un ensemble de gains énormes qui s'associent à cela et qui font que ça limite les coûts économiques de l'agroécologie, voire on a d'énormes gains. Je m'explique.
lorsqu'on met de la diversité végétale associée à d'autres pratiques agroécologiques dans une exploitation, qu'est-ce qu'on en tire comme bénéfice? Bien, des premiers bénéfices sont pour la production agricole en elle-même. On a parlé de la protection des cultures, c'était l'objet de la synthèse, mais il y a de la pollinisation, il y a la qualité des sols et leur santé des sols, il y a la fertilisation de ces sols, le stockage du carbone, euh, et donc on a des productions aussi qui sont beaucoup moins sensibles aux événements climatiques majeurs que l'on voit aujourd'hui et qui sont localement très intenses, hein, les inondations, les tempêtes, etc. Or ça va être quasiment notre quotidien avec le changement climatique. Eh bien, l'agroécologie y répond. C'est-à-dire que nos systèmes, ils sont beaucoup moins sensibles et en plus, ils y sont plus résilients lorsqu'on est en agroécologie que les systèmes conventionnels. Et en plus, les systèmes agroécologiques, ils ont quoi encore en plus comme un bénéfice? Et là, c'est pour la société, eh bien, la qualité de notre alimentation et de notre environnement. Je parlais de la santé humaine aujourd'hui, c'est un coût assez fort et puis c'est dramatique. Eh bien, tous ces cancers, ces maladies neurodégénératives qui ont été montrées par l'ANSES comme directement liées à l'emploi des pesticides et des fertilisants de synthèse, eh bien, ça, on va s'en passer. Et en plus, on aura aussi une qualité environnementale avec de la qualité de l'eau. On va atténuer le changement climatique, donc nous-mêmes, on va mieux vivre hors canicule, hors tempête extrême, etc. Là aussi, on voit ça, les inondations font des morts aussi. Et donc ça, ce sont des multiples avantages supplémentaires de l'agroécologie, au-delà même de la production agricole. Et quand on met bout à bout tous ces coûts, ben, on voit même que d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus intéressant dans ce contexte-là aujourd'hui du changement climatique d'investir dans l'agroécologie que dans l'agriculture conventionnelle. Ouais, justement, c'est ce qui me venait en tête, au sens où, effectivement, on a déjà des gains si on focalise sur l'agriculture toute seule. Quand on y ajoute, effectivement, lorsqu'on élargit la focale et qu'on arrive sur les services écosystémiques, là, on est sur un gain qui devient vraiment énorme. Et quand on a fini d'inclure aussi l'idée que dans le siècle à venir, il va y avoir justement tout un tas de changements climatiques, on a besoin de quelque chose qui soit capable d'encaisser ces changements-là, sauf à considérer un peu bêtement que tout est fichu et autant tout abandonner, mais c'est pas trop notre état d'esprit. Non. Euh, et donc, du coup, la question qui vient, c'est sur quels acteurs sociaux finalement on peut s'appuyer pour parvenir à cette généralisation de la protection des cultures par la diversité végétale, voire un modèle agroécologique. Finalement, c'est un peu la même chose, mais Alors c'est en lien avec ce dont on a parlé précédemment avec les politiques publiques, c'est viser justement tous ces acteurs dans les filières et tout ce monde qui gravite aussi autour de la production agricole, plus ou moins directement. Ça va être donc les coopératives, les aider à se diversifier, à prendre en charge des débouchés. Ça va être aussi favoriser des circuits de distribution plus courts en multipliant en fait des zones de vente plus courtes que la grande distribution. La grande distribution, c'est elle qui pèse un poids très fort sur les normes et la calibration et le type de produit qu'elle souhaite, notamment pour les produits transformés. Et donc faire lever ce verrou-là est aussi très important. Et ça veut dire lever ces verrous, ça, c'est pouvoir faire avec ceux qui les portent aujourd'hui. Donc, ça va être ce type d'acteurs. Ça va être aussi, voilà, les décideurs publics, les politiques locales, mais aussi nationales. Et puis, bien entendu, toutes les représentations des agriculteurs, qu'elles soient directes avec des associations d'agriculteurs, leurs syndicats, ainsi que les chambres d'agriculture, voilà, tout ce qui accompagne la profession agricole dans sa transition et qui aujourd'hui, voilà, a à gérer les quadratures du cercle avec des débouchés qui sont hyper spécialisés et une diversité qu'on veut mettre dans les parcelles. Et donc, il faut vraiment recréer ce lien-là. Et ce lien-là, il faut pas être naïf, ça implique aussi voilà des mesures fortes, des mesures avec des interdictions, des mesures aussi avec des accompagnements qui sont nécessaires pour cette transformation aujourd'hui d'un pan économique international qui est très très fort quoi. et ça implique aussi, comme vous le disiez, le fait qu'il y ait des gagnants, mais qu'il y ait aussi des perdants au système qui Ouais. risquent de vouloir Des rechercher le statu per- quo. C'est ça. Et il y a cette
on voit bien le lobbying qui se fait dans la PAC, c'est en fait d'avoir du temps gagné, parce que chaque année, l'activité agricole à échelle européenne et internationale engendre, c'est un des trois éléments majeurs économiques dans le monde. Donc c'est tout le temps, toutes ces années gagnées sont autant d'argent qui est brassé pour des filières d'aujourd'hui. Et donc, c'est aussi tout ce temps-là qui est perdu par rapport à l'impact environnemental dont je parlais et au ce déclin massif de la biodiversité dont je parlais de l'urgence. Donc, c'est sûr que de faire différemment, c'est avoir des opportunités, et ça peut être économiquement très intéressant, de nouvelles émergences d'activités agricoles, des nouveaux acteurs agricoles, et qui vont employer certainement différemment les moyens et les ressources qui leur sont allouées. Et ça ne veut pas dire moins d'économies associées. Là encore, il faut battre en brèche cette idée qu'on reviendrait sur une agriculture du début du XXe siècle. C'est pas du tout le cas. On peut faire différemment. C'est aussi un des arguments des lobbyistes, mais qui fait peur. Et c'est bien un dont la réalité, notamment dans ces études et cette synthèse, on voit bien que d'un point de vue économique, on pointe les difficultés, mais qu'il y a des ouvertures et on voit bien ce potentiel économique de l'agroécologie aussi. Comment votre rapport, votre expertise a-t-elle été reçue par ces commanditaires? Alors, ça a été très bien reçu en ce sens où j'ai eu des témoignages avec notamment des personnes de ces cabinets qui ont continué à travailler et avec qui j'ai eu l'occasion une ou deux fois d'échanger pour d'autres raisons professionnelles. Et qui m'ont dit en fait que effectivement le rapport circule très bien. Le rapport circule très bien. Il s'en empare pour justement établir des bases de nouvelles réglementations. C'est aussi passé au niveau à Strasbourg pour le Parlement européen. Là où encore une fois il faut être réaliste, c'est que c'est pas parce qu'il circule bien et qu'il y en a qui s'en prennent, enfin, prennent en charge les informations que le jeu politique va permettre l'émergence et vraiment l'assise de ces préconisations. Donc il y a encore ce décalage. Et puis le rapport est sorti il y a un an et demi. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est une des expertises qui a une valorisation interne, je dirais, qui semble être la plus dynamique. Donc, j'ai bon espoir en ayant en plus une communication active autour de ce rapport-là dans différentes sphères, et bien qu'il ne soit pas enterré, qu'il ne serve pas simplement à caler une porte et qu'il permette vraiment d'être efficace, si ce n'est au niveau des politiques publiques, aussi dans d'autres sphères comme on en parlait. Et donc, votre média est un des moyens d'y arriver. Ouais. Justement, on se retrouve en tout cas dans le fait que pour justement construire cette assise politique, pour ces préconisations, on a besoin qu'elles soient connues et qu'elles soient diffusées. Donc, comme première, deux questions en une. La première, comment est-ce qu'on peut prendre connaissance de vos travaux, s'y intéresser, d'y aller plus loin, soit de manière, si on est professionnel, soit de manière plus vulgarisée si on est juste amateur intéressé par ces questions-là. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut vous aider à diffuser vos travaux auprès d'acteurs clés? Est-ce qu'il est possible de vous rencontrer si on est en une association, si de prendre contact avec vous, ce genre de choses? Alors, pour la première question, les rendus d'une expertise scientifique collective menée à INRAE aboutissent formellement à plusieurs rendus et qui sont à destination de cibles différentes. Un élément le plus simple, c'est un résumé d'une dizaine de pages qui est à destination du grand public. Alors, on ne cache pas qu'il y a des termes qui sont assez techniques, qui relèvent de cette approche scientifique, mais le message est le plus digéré possible pour être à destination des journalistes, du grand public, etc., pour déjà appréhender les résultats principaux. Un deuxième rendu, c'est une synthèse. C'est une synthèse de 80 pages dans notre cas, que l'on a établie de façon la plus vulgarisée possible, selon nous et nos compétences, à destination des décideurs et des étudiants et voilà, du monde agricole. L'idée là aussi, c'est d'être plus précis et plus pointu sur des exemples, des cas concrets, des cas où ça ne marche pas et on en a illustré, pour
prendre les décisions de la part de ces personnes-là. Et puis enfin, on a la Bible relative à cette expertise, notre rapport de 1000 pages, qui lui détaille l'ensemble des résultats. Vous avez les moindres détails de notre analyse. Souvent, ce qui intéresse les personnes, c'est plutôt un chapitre, c'est pas de lire les 1000 pages entièrement, c'est un chapitre ou une partie dans laquelle on se sent plus à l'aise et spécialiste. Et là, c'est vraiment à destination de lecteurs avertis et puis à destination des autres scientifiques pour bâtir sur cette assise de connaissances et continuer à alimenter le savoir sur l'agroécologie. Donc ces trois rendus, ils sont disponibles sur le site INRAE. Donc, si vous marquez expertise, protéger les cultures par la diversité végétale, on tombe dessus. Si vous tapez mon nom sur ma page professionnelle aussi, Aude Vialat, là, j'ai mis les liens. Aussi, c'est une autre façon plus simple peut-être de les avoir. Il faut savoir qu'on a travaillé avec l'éditeur qui est associé notamment à INRAE, qui s'appelle les éditions Quae. C'est un livre qui est assez qui fait une petite centaine de pages, qui résume aussi ces messages-là avec des nouveaux schémas qui peuvent être une autre façon encore de voir et donc d'essayer d'appréhender les enjeux. Et puis enfin, là, sur ma page personnelle, j'ai aussi mis les, quelques vidéos, des liens vers des vidéos. J'ai déjà donné plusieurs séminaires. J'ai aussi intervenu auprès d'associations ou auprès d'agriculteurs. Et donc, il y a quelques vidéos comme ça où je présente les résultats. Et ce que l'on m'a dit comme retour, c'est qu'en tout cas, ça semblait être perceptible et compréhensible de la part des divers publics. Donc, voilà, il y a vraiment différents médias que j'essaye de mettre en place pour diffuser à différentes personnes, différents types de profils, ces résultats et que pour toutes les personnes intéressées, bah, il y ait des choses possibles à s'emparer. Et puis oui, pour la suite, alors, comme tout le monde, j'ai que 24 heures par jour, hélas, mais en tout cas, euh, on, on peut me contacter pour ces initiatives, sachant que moi, j'essaye soit d'y répondre directement si je suis dans cette capacité de le faire, notamment pour des expertises très pointues, hein, mais c'est aussi rediriger vers d'autres personnes, sachant que l'idée ici, c'est vraiment d'être sur une approche un peu globale de l'agroécologie et de son développement à l'échelle nationale et internationale. J'ai pas vocation à répondre à chaque fois sur des spécificités de dans ma parcelle il y a ceci ou chez mon voisin agriculteur il y a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je serais noyée en fait sur ce type de demande et en toute humilité il y a plein de cas où ce n'est même pas ma spécialité quoi. Donc je pourrais même être en peine d'y répondre correctement. Mais en tout cas toutes les initiatives sont bienvenues et c'est avec grand plaisir que j'interviens pour présenter les résultats de l'ESCO et échanger à différentes occasions et notamment auprès des publics professionnels, agricoles ou étudiants. J'ai été pendant 11 ans enseignante-chercheur à l'école d'agro de Toulouse et c'est des perspectives d'échange qui sont toujours très riches et très, très agréables. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous décrire votre travail, et de répondre à quelques questions. Merci beaucoup à vous, c'était très intéressant.